Les entreprises, c'est essentiel pour la création d'emplois, la création de richesses dans notre pays. Il faut que nous, en tant que maires, soyons là pour accompagner cette réindustrialisation. C'est impératif. Bonjour à tous et bienvenue dans Heureux comme un maire, le podcast de Politique qui donne la parole à des élus locaux heureux et épanouis. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Gilles Gascon. Vous êtes maire de la commune de Saint-Priest depuis 2014. Oui. Belle commune de plus de 50 000 habitants. Qu'est-ce qui vous pousse un beau jour à vous présenter, je crois accompagné d'une équipe, aux élections municipales, il y a maintenant plus de 15 ans? Alors, en fait, j'ai toujours un petit peu gravité autour du monde politique. J'ai été président de mon association des commerçants de la ville, donc avec des contacts permanents avec les commerçants, avec les habitants. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui reste les bras croisés quand il n'est pas content, à un moment donné, je me suis dit, écoute, là, la ville prend une direction qui ne va pas. Mon garçon, il va falloir que tu te bouges. Et donc, j'ai pris la décision en 2012, chose qui n'est pas forcément évidente, de prendre une telle décision, surtout quand on est commerçant. Oui, parce que ça met en cause la pérennité de ses affaires, sa respectabilité dans la ville. Tout à fait. Ça peut être embêtant. Donc j'ai pris cette décision et ce risque à la fois, mais qui était complètement assumé, et de monter une liste et de me présenter aux élections 2014. Donc j'ai mené une campagne de 2 ans. Certains me pensaient essoufflé. Oui, 2 ans de campagne, il faut être un marathonien là, pour tenir le rythme. Oui, tout à fait. Mais j'étais dans une configuration un petit peu particulière parce que notre commune était gérée depuis la nuit des temps par des équipes socialo-communistes de l'époque, oui, et avec un ancrage local extrêmement fort. Et donc, pour moi, ce combat, je ne voulais pas le rater. Donc je m'y suis pris bien en avance avec une équipe solide. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir gagner les marchés, la présence sur le terrain qui est indispensable pour tous les élus qui veulent arriver un jour à gagner leur commune. Et si j'ai un message à faire passer à certains, c'est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible avec la persévérance et du courage. On peut renverser les tendances. J'en suis la preuve vivante. J'ai été élu en 2014 sur une triangulaire au 2e tour et réélu haut la main en 2020 et réélu haut la main au 1er tour en 2020. Donc ce qui veut dire que quand on est persuadé de ce que l'on fait en se levant le matin, sans prétention de ma part, les choses peuvent effectivement s'inverser au fil du temps. Je crois que quand vous décidez d'être candidat en 2012, vous êtes conseiller municipal minoritaire. Tout à fait. C'est pas facile d'être dans la minorité. Comment est-ce que vous vivez ce premier mandat du mauvais côté de la table, du conseil municipal, si j'ose dire? Est-ce que ça vous a servi pour votre campagne? Oui, bien sûr. J'ai été conseiller municipal d'opposition pendant 6 ans parce que j'ai voulu accompagner à l'époque mon député de ma circonscription qui voulait se présenter à Saint-Priest. Donc j'ai fait partie de sa liste, on a mené une bataille qui, pour le coup, a échoué. Je n'étais pas tête de liste et du coup, je suis resté conseiller municipal d'opposition pendant 6 ans. 6 ans d'opposition, c'est chiant. C'est quelque chose de presque frustrant. Ouais. Mais par contre, ça donne du peps et il faut savoir se servir de ces années d'opposition pour pouvoir rebondir et pour pouvoir se forger un caractère, une identité, ne pas avoir peur de beaucoup travailler sur les dossiers, puisque à un moment donné, quand on commence un peu à réfléchir à l'avenir, on se dit que tel ou tel dossier pourra ressortir à un moment donné, et c'est là où il faut être au courant un petit peu de ce qui se passe dans sa collectivité. Donc je me suis servi de ces 6 ans. C'est vrai que c'est ennuyeux à mourir parce que voilà, on n'a aucun pouvoir décisionnel et on commente subit la politique exactement, faite par la majorité.
Et donc je me suis servi de tout ça et je peux dire aujourd'hui que c'est pas 6 ans de perdu. Donc ces 6 ans, elles vous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de la collectivité, ces dossiers, de vous forger une carapace, une armure d'élu, et vous vous mettez au travail dès 2012 pour 2014, en grands mots, dans les grandes lignes. Oui, Quelle était votre stratégie? Comment est-ce qu'on fait pour casser un bastion socialo-communiste? Alors, en fait, ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que le fonctionnement d'une collectivité, quand on vient du privé, c'est 2 mondes complètement différents, presque opposés. Le temps du privé n'est pas le temps du public. Et tous ces éléments-là nous ont servi avec mon équipe à pouvoir justement, en 2014, mettre en application le plus rapidement possible tous ces sujets qui nous ont permis de pouvoir prouver aussi à un moment donné qu'on était capable de pouvoir faire les choses de la meilleure des façons. Et pour ce qui a été de la campagne, voilà, avant de parler de l'action, on va en parler parce que vous avez un bilan qui est incontestable, qui vous a permis d'être élu haut la main. Comment est-ce qu'avant d'être dans cette situation de gouvernance, on passe de la minorité à une force politique de premier ordre capable de gagner? Il faut impérativement avoir ce pouvoir de persuasion, pouvoir échanger avec les gens, leur expliquer une vision, un projet, des programmes, et de l'expliquer dans le fond des choses. Ne pas faire du saupoudrage comme ça a pu être fait dans certaines situations. L'ancrage local de mes ex-adversaires, ils se sont reposés un petit peu sur un travail qui avait été fait pendant des décennies en étant sur d'eux. Mais aujourd'hui, c'est comme dans un commerce, les clients sont volatiles. Aujourd'hui, nos citoyens le sont aussi un peu. Ils écoutent. Il y a la force et la puissance des médias aujourd'hui qui arrivent à faire passer des messages sur lesquels on doit être en capacité de pouvoir répondre par des choses concrètes. Il faut être pragmatique. Il ne faut pas raconter de baratin. Aujourd'hui, les maires sont les personnalités préférées des Français et ce n'est pas pour rien. Quand on est au contact de ses concitoyens, le dimanche matin, moi, je vais au marché. Alors avant, j'y allais avec mon épouse, mais elle vient un petit peu moins avec moi parce que quand on part à 10h, à midi et quart, on n'a encore pas acheté les salades et le reste. Donc, c'est compliqué, mais toujours est-il. Rencontrer les commerçants, rencontrer les concitoyens, le monde associatif, c'est extrêmement important. Connaître leurs besoins, leurs difficultés, et c'est à partir de là pouvoir apporter des réponses concrètes à ce que nous écoutons au quotidien. Si je fais la synthèse, vos 2 premiers conseils de campagne, c'est écouter vos administrés et de 2, répondre aux requêtes qu'ils ont pu vous donner de façon très simple. Tout à fait, et pas raconter de crack. Il faut dire la vérité à ses concitoyens. Il ne faut pas être des oui-oui. On a des possibilités de répondre positivement à des questions, à des envies, à des demandes. Il n'y a pas de problème. Mais quand on ne peut pas, parce que c'est complètement illusoire ou ça dépasse l'entendement, c'est non, tout simplement, pour des raisons qu'on peut expliquer. Votre discours est intéressant parce qu'on vit dans un système politico-médiatique où on a parfois l'impression que les hommes politiques sont des battleurs qui proposent tout un tas de choses, des concepts qui disent oui à l'un et qui disent l'inverse le lendemain. Est-ce que vous croyez qu'à l'inverse, l'élu local, le maire, est celui qui porte un discours de vérité, même quand celle-ci est pas forcément électoralement porteuse à très court terme? Bien sûr, parce qu'on vit le quotidien de nos habitants. Donc, à un moment donné, quand nous apportons la parole vraie de la réponse, à la réponse qui nous est posée, elle est analysée par nos concitoyens. Et il ne faut pas leur mentir, parce que vous leur mentirez 1 fois ou 2 fois, mais ça se retourne. Qui plus est quand on les croise tous les dimanches sur le marché. Exactement, c'est très important. Vous êtes élu en 2014, oui. Et là vous arrivez dans une collectivité qui était gérée par une continuité municipale depuis des décennies. Comment est-ce qu'on s'entoure d'un directeur général des services, d'un cabinet
de directeur adjoint pour mettre en œuvre la politique municipale que vous avez conçue en étant de l'autre côté de la table. Comment ça se passe ? Alors, c'est un peu compliqué en vrai sur le terrain. Ouais. Mais il ne faut pas donner l'image de la chasse aux sorcières quand on arrive. Il y a des gens avec lesquels je travaille encore, qui faisaient partie de l'ancienne équipe. Alors, pour la plupart, pour ceux qui n'envisageaient pas de travailler avec moi sont partis d'eux-mêmes. Ouais. Ceux qui voulaient rester par confort et qui ne mettaient pas de bonne volonté à pouvoir faire avancer les choses, je leur ai conseillé de retrouver une collectivité qui pouvait les accueillir pour qu'ils puissent s'épanouir. Et après, on est tout à fait dans j'ai envie de dire, dans le marché des différentes directions, de pouvoir trouver des gens compétents qui n'ont pas forcément une carte de parti. C'est pas ce qu'il faut rechercher, mais ce sont des gens qui sont en capacité de pouvoir apprécier, écouter leur maire sur des projets que nous avons préparés, travaillés, et que nous devons mettre en œuvre pour justement avancer pour nos concitoyens. L'humain est au cœur du débat. Quand je disais que j'ai encore certains directeurs qui travaillent avec moi, alors ils ne sont pas nombreux, mais depuis une dizaine d'années, j'en ai quelques-uns qui sont dans ma direction et qui ont bien compris le système, qui aujourd'hui font un boulot extraordinaire, qui ont la mémoire en plus de la collectivité, donc c'est quand même pas neutre. Et avec lesquels j'avance de la meilleure des façons au quotidien. Cette équipe de professionnels, d'agents, de fonctionnaires à qui vous mettez en œuvre votre politique, vous avez notamment fait travailler sur votre programme au sujet de la culture. Oui. On n'attend pas forcément un maire de droite sur la question culturelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre parcours là-dessus ? Quand je suis arrivé, j'ai à peu près tout entendu. Oulala, maire de droite qui arrive, la culture, c'est foutu. Les associations, n'en parlons pas. Il va couper, il va faire des coupes franches au niveau des subventions aux associations, etc., etc. En fait, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, mon bilan sur le volet culturel, il est juste extraordinaire. On a refait un théâtre complètement. Nous avons reconstruit un nouveau cinéma. Nous avons agrandi notre conservatoire. Nous sommes en train de travailler sur l'agrandissement de la médiathèque et de l'artothèque. Pour moi, le volet culturel, surtout pour une culture pour tous, et pas une culture réservée à une élite particulière, nous permet de pouvoir réunir la population, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à voir dans la parole de certains politiques de la division, et ça, c'est pas possible. Donc, j'ai créé un festival de musique gratuite là, qui va se passer là, dans quelques semaines, qui réunit une grande partie de la population, et ce sont des moments de joie, des moments de retrouvailles pour certains, où on a la possibilité de retrouver tout un tas de la frange de la population, des gens qui n'ont, pour certains, jamais mis les pieds dans un théâtre. Pour d'autres qui n'ont jamais vu une pièce de théâtre, pour d'autres qui n'ont pas eu les moyens d'aller voir un concert. La culture populaire au sens parfaitement noble du terme. Au sens noble du terme, mais tout à fait. Et ça, c'était très important. Aujourd'hui, le bilan, il est simple. C'est que par rapport à 2014, nous avons à peu près triplé le nombre d'abonnements dans notre théâtre. On a eu la présentation de notre saison culturelle il y a quelques jours. Le théâtre était bondé. Les gens faisaient la queue pour prendre leur abonnement. C'est du bonheur. Est-ce que c'est comme ça que l'on refait société dans nos villes et nos villages ? Oui. Il faut vivre avec le cœur ce que nous faisons tous les jours. Moi, le matin, comme je dis à mes concitoyens, je me lève avec l'envie de vous aider. Je me lève pas le matin pour embêter mes concitoyens. Et à un moment donné, ils le sentent. L'atmosphère qu'on arrive à créer dans une commune, elle vient aussi de l'équipe municipale.
d'autant plus du maire quand il arrive à passer les messages qui vont dans le bon sens, on arrive à créer une certaine sérénité. Alors je ne dis pas que dans les communes où ça ne se passe pas bien, le maire n'essaye pas de le faire, c'est pas ça. Mais plus nous essayons de le faire avec le cœur et avec les tripes, je pense que mieux ça se passe. Nous avons comme dans toutes les communes de France, je le pense, des conseils de quartier. C'est extrêmement important, ces conseils de quartier, qui mènent à des assemblées de quartier où on rencontre les gens au quotidien sur des problèmes qui peuvent être banals. Ce qui veut dire que vous n'avez pas seulement écouté vos administrés pendant la phase de campagne, mais qu'aujourd'hui, c'est le quotidien de votre exercice de maire d'aller au contact de la population pour reproduire en fait la méthode qui vous a permis d'accéder au pouvoir et d'être élu en faisant le bien commun. Mais complètement. Et les gens s'en aperçoivent assez rapidement. Alors, il est clair qu'il faut mouiller la chemise. Hein. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. On peut pas être... c'est compliqué d'être un maire à mi-temps. Il faut... moi, j'étais chef d'entreprise. J'étais obligé à un moment donné, assez rapidement d'ailleurs, parce que mon objectif était celui-ci, mais j'ai été obligé de laisser tomber mon entreprise pour me consacrer à plein temps à mon activité de maire. Et ça, vous le faites 2015, 2016 ? Oui. Comment est-ce 2016. qu'on vit, entre guillemets, de tout miser sur la politique, tout en sachant que dans 3-4 ans, on remet sa tête sur le billot et les électeurs décident ou pas de faire tomber la hache du suffrage ? C'est un engagement qui est quand même total. Comme je l'ai toujours dit à mes équipes d'élus, on ne signe pas un CDI. En fait, c'est une vocation. On est là au service des autres. Et on ne vient pas pour soi. On vient pour les autres. Et quand on a compris ça, je pense qu'on a compris beaucoup de choses. Alors, c'est sûr que c'est compliqué parce que, comme tous les concitoyens de France, on a une vie familiale. On est mariés pour la plupart, on a des enfants pour la plupart, et il faut arriver à concilier tout ça. C'est pas toujours facile, parce qu'il n'y a pas de jour de repos quelque part. Le samedi, il y a des manifestations, le dimanche, des commémorations, etc., etc. Mais la présence du maire, elle est indispensable. Donc, quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses, et quand on se donne à fond, le plus beau des remerciements, c'est de passer au premier tour avec un score sans appel. Vous l'avez dit, vous venez du monde de l'entreprise, du commerce. Est-ce que ça a façonné votre façon d'agir ? Est-ce que votre programme est inspiré de votre parcours ? Un petit peu. D'ailleurs, quand les agents de ma collectivité ont appris que je venais d'être élu, on dit, pour certains, mon Dieu, le privé rentre dans le public. Comment ça va se passer ? Ben non, ça s'est bien passé. Vous n'avez pas été le grand liquidateur de Saint-Priest ? Non, absolument pas. Aujourd'hui, je remets des médailles à des gens qui travaillent dans la collectivité depuis 30-40 ans, qui sont en fin de carrière pour certains, qui me remercient, qui me félicitent de les avoir accompagnés. Bon, le modèle entre le public et le privé est bien différent. Mais c'est une question d'adaptation aussi. Il faut rentrer dans ce moule, mais tout en essayant, et on a quelques outils pour cela, en essayant de pouvoir apporter des réponses à nos usagers. À des moments, j'avais peut-être des dérapages de langage en disant les clients, mais non, ce sont des usagers. Mais on ne cherche pas la rentabilité, mais l'efficience maximum au service de nos administrés. Tout à fait. Alors, malgré que la rentabilité aujourd'hui, sans aller dans le sens propre du terme rentabilité, mais elle a quand même son importance parce que l'argent public est de plus en plus rare et à un moment donné, nous sommes garants de cet argent public. Donc on rend des comptes, on a des contrôles par la Chambre régionale des comptes, etc., etc. Et il faut être en capacité aussi de pouvoir dire, mesdames et messieurs, au guichet unique ou à ceci ou à cela, il faut faire attention. Avant de parler dans quelques instants du guichet unique, qui est vraiment une belle initiative, est-ce que vous avez dû faire quelques coupes budgétaires, quelques réorganisations, peut-être prendre des décisions d'augmentation d'impôts ou de réduction de dépenses qui ne sont pas forcément des décisions populaires et faciles? Comment est-ce que, vous l'avez dit, vous avez un programme culturel qui s'est développé, mais il faut le financer. Comment est-ce que vous vous retrouvez aux manettes de cette collectivité, vous trouvez les marges de manœuvre financières pour mettre en œuvre votre politique?
Vous avez raison, surtout aujourd'hui. Avec les baisses de dotation d'État, les coupes budgétaires sont franches et très importantes. Sur mon premier mandat, en ayant pris les bons renseignements, je savais que nous avions des marges de manœuvre pour pouvoir baisser de 2 points la fiscalité. Vous avez baissé les impôts. J'ai baissé les impôts. C'est pour ça que vous avez été réélu. Alors, non, pas que, parce que l'argent derrière a été quand même bien utilisé et je ne pense pas que ce soit la raison. Je l'avais promis, je l'ai fait. Comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible. Alors, j'ai vécu un mandat comme tous les élus de France, 2014-2020, très compliqué budgétairement parlant, puisque ces coupes franches avec les baisses de dotation d'État sont intervenues à ce moment-là. On a eu le Covid, comme tout le monde, etc. etc. Donc on a eu des frais supplémentaires qui n'étaient pas évidemment prévus dans les budgets, mais on est arrivé à faire de belles choses, et ce qui n'a pas empêché de pouvoir continuer à construire, parce qu'il faut une gestion de l'argent public qui soit efficiente. Donc après, il n'est pas exclu de passer par une augmentation d'impôts à un moment donné. Les gens le comprennent très bien, parce que quand nous accueillons une nouvelle population, il faut apporter un service public. Il n'est pas question de recréer les ghettos qu'on a connus il y a certaines années, dans les années 80. Il faut pouvoir accueillir les gens dans de bonnes conditions. Et accueillir les gens dans de bonnes conditions, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur apporter des crèches, du scolaire avec des écoles en état, des services publics avec des équipements sportifs qui soient adaptés à la population. Et tout ça a un coût d'investissement, a un coût de fonctionnement. Le coût de l'énergie a explosé, donc il a fallu gérer. Nous avons passé des contrats de performance énergétique. On a fait tout un tas de choses qui nous a permis de réduire notre dépense publique et de pouvoir, d'un autre côté, continuer à investir pour améliorer la vie du quotidien. Parmi les améliorations de la vie du quotidien, vous avez essayé d'améliorer celle des entrepreneurs qui viennent s'installer à Saint-Priest en créant un guichet unique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point de programme assez intéressant? J'ai toujours été frappé par, je le disais tout à l'heure, quand je disais le temps du privé n'est pas le temps du public. Un chef d'entreprise, quel qu'il soit, décide d'agrandir son entreprise, décide d'investir, de déménager, d'améliorer les conditions de travail aussi pour ses collaborateurs. Quand il le décide, il a pris rendez-vous avec son banquier, il a vu son archi, il a un go, il y va, il lui faut quelques semaines, voire quelques mois au plus tard, au plus long, pour pouvoir engager son projet. Une fois qu'il a engagé son projet avec son staff, qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir la mairie pour prendre rendez-vous, pour avoir un rendez-vous à l'urbanisme, pour déposer un permis de construire ou un permis d'aménager, etc. Et là, on lui dit, OK, vous avez rendez-vous dans un mois avec tel service. D'accord? Donc, le mois se passe, il arrive dans le service. Ah, bah attendez, non, là, pour le coup, c'est pas possible parce que vous n'êtes pas dans le bon service ou alors votre demande ne correspond pas au rendez-vous que vous avez posé. Bon, d'accord. Donc, on vous redonne un autre rendez-vous. Ah, dans combien de temps? Bah, vous repassez dans 15 jours. Enfin, je veux dire, toutes ces démarches administratives, pour moi, étaient, parce que j'ai été confronté avant d'être maire, étaient juste insupportables. Donc j'ai décidé de créer le guichet de l'entreprise. D'ailleurs, on a été récompensé par l'association des maires sur le sujet. Et ça consiste en quoi? Le chef d'entreprise, alors c'est beaucoup de travail, mais le chef d'entreprise qui a un projet, il prend rendez-vous avec le maire, il vient me voir dans mon bureau, autour de la table. Il y a mon élu à l'économie, il y a mon directeur général des services, il y a ma directrice de l'urbanisme, ma directrice du développement économique. On est autour de la table. Quand il ressort du rendez-vous, il a un go politique, il a le rendez-vous avec la bonne personne. S'il recherche de l'emploi, j'ai ma directrice qui a une tonne de CV à lui proposer. Alors on ne pourra pas proposer tous les profils, bien évidemment, mais quand il ressort de chez nous, il sait où il va, il a un calendrier. Le chef d'entreprise a la possibilité de se projeter réellement. Ce qui fait que
Aujourd'hui, cette démarche nous permet, il y a un classement là, qui est sorti il y a quelques mois, d'être le deuxième territoire de France après Paris à avoir le plus gros développement économique. On attire de très très belles entreprises, on facilite absolument toutes les démarches et on les accompagne au mieux. Le résultat, c'est qu'on a un taux de chômage dans notre ville qui est plus bas que la moyenne nationale. Et avoir un taux de chômage réduit, ça veut dire concrètement un peu moins de délinquance, de la création de richesses, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les entreprises, c'est essentiel pour la création d'emplois, la création de richesses dans notre pays. On a besoin, on parle de réindustrialisation de notre pays. Il faut que nous, en tant que maire, soyons là pour accompagner cette réindustrialisation. C'est impératif. Votre commune a été donc classée et récompensée Oui. pour cette initiative. Je crois que vous avez aussi une police municipale qui est particulièrement reconnue pour son action. Et vous avez d'ailleurs cité tout à l'heure le développement économique comme un facteur de limitation, de réduction de la délinquance. Quelle a été votre action sur ce sujet, dans lequel effectivement on attend un peu plus les élus de droite que sur la culture, l'un n'empêchant pas l'autre, vous le montrez. Oui. Alors c'était aussi un objectif, parce que c'est facile de le dire, mais c'est bien de le répéter. La sécurité est une priorité. Et en 2014, c'est peut-être moins le cas qu'aujourd'hui. Il n'y a pas eu tous les attentats, il y a une vision qui est différente du sujet. Tout à fait. Le monde change et pas forcément dans le bon sens. Et l'actualité nous le rappelle malheureusement tous les jours. Moi, quand je suis arrivé en 2014, on avait une police municipale qui comptait 15 policiers municipaux. Pour 50 000 habitants. On n'était pas 50 000, mais on était 40 et quelques mille habitants. Alors, c'est pas une règle en la matière, mais ce qui se fait, c'est à peu près, c'est un policier pour 1000 habitants, un policier municipal pour 1000 habitants. Donc je suis arrivé, j'avais une quinzaine de policiers municipaux avec un centre de surveillance urbain. Aujourd'hui, j'ai un centre de surveillance urbain avec des caméras reliées à ce centre de surveillance. Tout à fait. Aujourd'hui, mon effectif de police municipale, c'est 50 policiers. C'est un centre de surveillance urbain qui a évolué puisqu'on est à près de 600 caméras maintenant, avec un taux d'élucidation des affaires qui est juste exceptionnel, puisque la ville de Saint-Priest, je le dis aussi parce que c'est juste vrai, est la ville de la métropole de Lyon à avoir le plus de caméras par habitant. Et c'est pas parce que nous avons des effectifs de police municipale importants, je dirais, que ce sont des cow-boys. Nous avons parmi cet effectif de police municipale une brigade équestre qui compte 3 chevaux, puisque nous avons la chance d'avoir un territoire avec un tiers de foncier agricole, donc ce qui permet à nos policiers de pouvoir faire des randonnées et des surveillances à cheval. Grande cavalcade à cheval. Voilà. Et parmi mes effectifs de police municipale, j'ai détaché 2 policiers municipaux qui passent leur temps dans mes 16 groupes scolaires, mes 5 collèges et mes 2 lycées. La prévention, elle démarre au plus jeune âge. Il faut absolument s'adresser aux plus jeunes. Qu'il n'ait pas cette image de la police comme une police de répression, mais ils sont là aussi pour... on sait qu'on a une espèce de forme d'abandon des parents à un certain moment. Je ne généralise pas, mais on le voit tous les jours et malheureusement de plus en plus. Donc à un moment donné, nos policiers municipaux, dans nos groupes scolaires, nos écoles maternelles, etc., expliquent ce qu'est l'addiction, ce qu'est alors quand je parle d'addiction, à leur âge, c'est pas de l'addiction au stup ou à l'alcool, mais ça peut être les écrans, ça peut être tout un tas de sujets. On est là à leur montrer que la police peut être un partenaire et non pas un adversaire. Est-ce que la police municipale d'aujourd'hui est la police de proximité d'hier ? On essaye, moi en tout cas j'essaye de pouvoir avoir une police municipale qui soit au maximum au plus près de ses habitants. Elle travaille 7 jours sur 7, jusqu'à 4 heures du matin. Elle est essentiellement dans la prévention, mais elle est aussi dans la répression quand il le faut. On
parle de rodéo, on parle de gens qui viennent perturber les tapages du quotidien qu'on voit de plus en plus. Ça va parler à mes collègues maires, tout ça. Mais quand il s'agit de dresser des procès-verbaux, ils sont présents. Donc on essaye d'être juste. Voilà. Donc à partir de là, les choses peuvent bien se passer pour ceux qui comprennent et un peu moins pour ceux qui ne comprennent pas. Comment se passe d'ailleurs l'articulation avec les moyens de l'État et notamment la police nationale quand on a 50 policiers municipaux? J'imagine qu'ils sont parfois primo-intervenants ou qui viennent en renfort des services nationaux. Ils sont souvent primo-intervenants. Si je prends le cas de la métropole de Lyon, on a des effectifs de police nationale qui sont un peu en baisse. Je sais que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui fait tout ce qu'il peut pour essayer de recruter un maximum. Mais il y a des interactions entre notre police municipale et notre police municipale. Il est important et impératif que tout ça puisse faire bloc. Les leviers sont l'interopérabilité, c'est-à-dire que notre police municipale peut tout à fait joindre la nationale et de la même manière dans l'autre sens. S'il se passe quelque chose de grave, ils arrivent à communiquer et à pouvoir défendre les territoires. De la même manière, on a installé des boutons d'alerte dans les commerces pour prévenir des braquages ou de personnes malveillantes qui pourraient venir voler dans les commerces ou embêter les commerçants. Donc ça fonctionne très bien, surtout avec le maillage de vidéosurveillance que nous avons autour. Donc je le conseille à nos collègues maires parce que c'est très dissuasif. Alors comment ça marche? C'est un bouton poussoir caché dans le comptoir qui est connecté peut-être au centre de supervision urbaine, voilà. C'est ça? En fait, il peut y avoir deux boutons dans le magasin, un sur le responsable du magasin et un autre effectivement sur le comptoir. S'il se passe quoi que ce soit, la personne actionne le bouton, il y a un signal qui part directement au centre de supervision urbain. Étant donné que nous avons beaucoup de caméras, les caméras se braquent automatiquement sur le lieu indiqué. Et de là, l'opérateur qui est derrière les caméras prévient automatiquement la police municipale, la police nationale, les pompiers, c'est mieux en fonction de... Voilà. Il y a un contre-appel qui se passe également auprès du commerçant pour voir s'il a toutefois la possibilité de nous répondre et voir ce qui se passe. Sinon, il y a automatiquement une patrouille qui prend le relais. On a une géolocalisation de nos différents véhicules qui tournent en permanence dans la ville, donc, ce qui permet de pouvoir prévenir telle ou telle patrouille directement sur tel ou tel lieu. Vous venez de citer la métropole. Ouais. Vous êtes président du groupe Les Républicains, principal groupe de l'opposition. Oui. Comment est-ce que, en tant que maire de droite, on vit dans un EPCI qui ne partage pas son orientation politique? C'est un petit peu comme dans tous mes collègues élus qui sont dans l'opposition. C'est compliqué, surtout qu'on a affaire à une espèce de dogme politique avec une majorité d'opportunités qui s'est créée en 2020 entre les écologistes et les communistes, la LFI, etc., et qui aujourd'hui n'écoutent pas. Aujourd'hui, ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas les citoyens, les concitoyens, ils n'écoutent pas les élus. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice en expliquant que telle ou telle situation ou décision est à prendre en compte. Je vous donne un exemple tout simple. Sur Lyon, c'est un demi-milliard d'euros qui ont été dépensés sur les voies lyonnaises, les pistes cyclables. Je suis le premier à vouloir faire du vélo pendant mes vacances. Mais de là à opposer en fait les populations entre ceux qui ne peuvent pas se passer de leur voiture parce qu'ils n'ont pas le choix pour tout un tas de raisons. On est en démocratie, on a le droit de vouloir utiliser son véhicule, et ceux qui ne supportent plus la voiture parce qu'ils font que du vélo. On doit arriver à faire vivre toutes ces populations et ces modes de transport d'une façon apaisée. Je prends l'exemple de la ZFE, la loi climat et résilience, qui est une loi
sur le principe, qui est plutôt bien faite, donne des préconisations. Notre exécutif métropolitain a été bien au-delà de ce qui était préconisé en interdisant l'entrée le week-end, le samedi, le dimanche, des vignettes critère 3, de les interdire sur le périphérique, de les interdire sur la 6 et sur la 7 qui traversent Lyon. C'est comme si on vous disait, écoutez, j'ai une maison, vous avez le droit d'aller dans les chambres, dans toutes les pièces, mais vous n'avez pas le droit d'emprunter le couloir. Expliquez-moi, surtout quand en parallèle, on abandonne le plan métro. Nous n'avons pas les transports en commun les plus efficaces de France, ça se saurait. Ça tombe en panne assez régulièrement. Et en termes de coûts d'investissement sur les tramways, on reste un peu limite sur certains secteurs de la métropole. Donc, c'est un combat du quotidien que nous menons avec les autres groupes d'opposition. Comme vous l'avez expliqué, nous sommes le groupe d'opposition le plus important à la métropole. J'ai réussi à faire une alliance avec le bloc central de manière à pouvoir avoir encore plus de poids à apporter sur les propositions qui peuvent être faites. Maintenant, c'est un combat de tous les jours. Nous avons des élections en 2026 et aujourd'hui, on explique, on reprend le bâton de pèlerin pour expliquer un petit peu ce que nous voulons apporter pour que les Lyonnais puissent mieux vivre au quotidien. Comment est-ce que, quand on est dans votre position, on vit ce grand écart? D'un côté, on est maître chez soi, disposant d'une majorité, de moyens d'action efficaces à court terme. Et de l'autre côté, de se heurter parfois à un mur, de devoir chercher le compromis, l'alliance la plus large. Et donc, passer beaucoup de temps à négocier, à palabrer, à trouver des plateformes communes. J'ai été dans l'opposition avant le mandat des Verts, quand Gérard Collomb était président de la métropole. Malgré notre opposition politique, nous arrivions malgré tout à échanger, à discuter, parce que dans la finalité, on se retrouvait dans son bureau et on savait que le bien commun, c'était le citoyen. Donc à tort ou à raison, on arrivait toujours à trouver quelque chose qui nous permettait de pouvoir avancer. Bon. Il y avait des consensus, des échanges constructifs. La problématique aujourd'hui de cette équipe métropolitaine qui est aux commandes, c'est qu'il balaye d'un revers de main toute proposition. Et donc on est face à un mur, nous sommes face à un mur, et là, aujourd'hui, la seule perspective que nous avons, c'est de pouvoir faire changer les choses en 2026. Parce que effectivement, on est maire d'une collectivité. Alors je ne vais pas dire qu'on fait ce qu'on veut, parce qu'il y a pas mal de compétences qui ont été rendues à la métropole de Lyon. Mais voilà, on essaye à un moment donné de voir quel est le bon sens pragmatique pour essayer de trouver des solutions. C'est pas facile, on n'y arrive quasiment jamais, mais on porte beaucoup d'espoir pour l'année prochaine, pour essayer de revoir les choses. La loi MAPTAM qui a créé en fait cette collectivité un petit peu unique en France, qui est la métropole de Lyon, a prévu beaucoup de choses, sauf un peu l'essentiel. Je m'explique. Quand on est dans une métropole ou une communauté de communes, comme ça existe dans beaucoup de secteurs, de territoires, les maires ont toujours la possibilité de pouvoir s'exprimer. La particularité de la métropole de Lyon, c'est que vous avez des maires qui ne sont pas représentés dans cette métropole, voire même c'est l'opposition du maire qui est représentée à la métropole de Lyon. Donc pour arriver à travailler et faire avancer des dossiers, c'est extrêmement compliqué. On passe un temps fou. On essaye de prendre des sujets de nos collègues qui ne sont pas représentés pour essayer d'arriver à faire aboutir des choses. Et on passe un temps fou, on perd un temps fou. Et quand on perd du temps, c'est des dossiers qui n'avancent pas et des concitoyens qui ne sont pas contents. Oui, parce que la finalité, c'est ça. C'est des administrés qui restent au bord du chemin et des collectivités qui prennent de l'avance sur d'autres. Tout à fait. Est-ce que le salut de notre pays reviendra par ces élus locaux qui font remonter des initiatives, des solutions de terrain
aux échelons nationaux? Vous savez, je pense que une des plus grosses erreurs de ces dernières années a été de couper la réalité du terrain avec nos parlementaires. Le cumul des mandats, il n'a pas du bon sur tout, mais il avait du bon sur le député maire. Le maire qui vit au quotidien ce qui se passe sur son territoire fait des remontées de terrain au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement. On n'est pas en lévitation. C'est très concret. Et quand on participe en tant que parlementaire à la concrétisation de projets de loi qui sont à voter, on n'est pas là que pour lever la main. Et je pense que cette erreur de couper nos députés du terrain a été quelque chose de très préjudiciable et je crois qu'on en paye un peu les conséquences aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, l'a dit très clairement il y a quelques jours, je ne sais plus sur quelle presse, effectivement, on a besoin de s'appuyer sur les maires et les élus de terrain qui sont pour le coup pragmatiques et qui font remonter ce qui se passe le plus concrètement sur nos territoires. C'est impératif. Gilles Gascon, avant de vous libérer pour un agenda chargé qui est celui d'un élu local, quels seraient vos 2-3 grands conseils aux auditeurs de Politique qui nous regardent et qui hésitent à s'engager ou qui, comme vous, siégeaient dans la minorité et veulent conquérir une ville? Il y a beaucoup de choses qui tournent auprès des élus. Des élus qui se font agresser, des élus qui se font menacer, la complexité administrative d'une collectivité territoriale. Moi, j'ai une grande ville qui est située sur la banlieue est de Lyon. En 12 ans, je n'ai jamais changé de trottoir. Je n'ai d'ailleurs jamais été malmené, agressé. Je ne dis pas que ça ne se passera pas demain, et je ne l'espère pas en tout cas, mais il faut garder espoir. Parce que c'est trop facile de renoncer. Il y a des possibilités. Nous avons la chance de pouvoir s'appuyer, je ne vais pas dire sur des grands frères, mais sur des gens qui ont de l'expérience. Moi, j'ai des collègues, pas plus tard tout à l'heure, je répondais à un de mes collègues qui veut se lancer en politique, qui veut prendre une mairie voisine en 2026, et je sais qu'il en a la possibilité et qu'il pourra y arriver, mais il n'hésite pas à m'envoyer des SMS assez régulièrement. On se voit, on déjeune ensemble, on prend le café ensemble, et j'essaye de lui donner des tuyaux et des conseils. Le renoncement est plus facile. Non, il ne faut pas laisser nos territoires dans la main de n'importe qui. C'est beaucoup trop important. Les sujets aujourd'hui de nos territoires sont primordiaux parce que c'est à partir de là que les choses se font. L'éducation de nos enfants, etc. etc. Il y a tout un tas de choses qu'on peut accompagner. Maintenant, il faut essayer de faire confiance à l'État parce qu'on va avoir bien évidemment besoin de retrouver des forces vives qui viennent aussi accompagner les élus locaux et nous supporter. C'est ça aussi dont nous avons besoin. Mais non, pas de renoncement. Il faut rester positif. On y arrive toujours. Hein. Moi, j'étais chef d'entreprise. J'avais une dizaine de collaborateurs avec moi pendant des années. Je me suis dit, je vais me retrouver. J'ai 1256 fiches de paye aujourd'hui à gérer. En 2014, je me suis dit, est-ce que Gilles, tu as gagné? Est-ce que tu as bien fait? Tu as vu la tâche qui t'attend? Mais avec le recul, oui, j'y vais 10 fois. Parce que, quelque part, c'est aussi un devoir. Il faut, je disais tout à l'heure, il ne faut pas le faire non seulement pour soi, mais il faut le faire parce qu'on a ce devoir citoyen de pouvoir, je ne vais pas dire relever le pays, parce que on compte relève aussi chacun à sa mesure le pays. Bien sûr, mais voilà, mais quand on a cet ADN un peu qui nous colle à la peau, laissons de côté les côtés négatifs ou les mauvais côtés qu'on peut. Voilà, tout est surmontable.
Et franchement, nous sommes des exemples vivants de ce qui peut être fait pour arriver à inverser les couleurs politiques dans certains territoires, ou d'arriver à relever des défis qu'on pense insurmontables et qui sont surmontables. On peut y arriver. Merci Gilles Gascon pour ce message et ce témoignage plein d'espoir et d'ambition pour les territoires. Merci de votre invitation en tout cas. Merci.